Il est 22h30 à Bamako et Nouakchott, minuit et demi à Goma et à Paris. Merci d'écouter RFI. La dernière édition d'Afrique Soir présentée par Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Au Mali, les réseaux sociaux sont coupés depuis la répression à Bamako d'une manifestation de soutien à un chroniqueur radio contestataire. Le tribunal où il devait se présenter a été en partie saccagé, nous dira Anthony Fouchard. En Mauritanie, le procès de 23 personnes interpellées après des affrontements fin juin entre la police et des manifestants. La plupart des accusés ont été condamnés à des peines de prison ferme. L'ancien vice-président du Soudan du Sud est en RDC, la République démocratique du Congo. Riek Machar a été remis aux autorités congolaises par la MONUSCO. Nous y reviendrons avec Sébastien Nemeth dans ce journal. Dans l'actualité encore, le Congo-Brazzaville, pas de liberté provisoire pour Jean-Marie Michel Moukoko. La demande de l'ancien chef d'état-major des armées a été rejetée. Enfin les sports et les Jeux Olympiques de Rio au Brésil, ce sera dans 20 minutes avec Antoine Gronier. 2 nouvelles médailles africaines aujourd'hui en triathlon et sur le 400 mètres haies. Et ce soir, toujours en athlétisme, des chances de podium pour l'Afrique. Allons au Mali au lendemain des violences qui ont éclaté lors d'un rassemblement devant un tribunal de Bamako. C'est là que devait se présenter le chroniqueur militant Rasbas. La manifestation a dégénéré. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les manifestants. L'un d'entre eux a été tué, 17 autres ont été blessés. Et puis le bâtiment a été en partie saccagé par les manifestants qui ont tenté de l'incendier à Bamako. Anthony Fouchard. L'enceinte du tribunal ressemble à un chantier en travaux. Le sol est jonché de pierres. À l'intérieur, c'est encore pire, des débris de verre partout. L'adjudant Alassane Maïga, chargé de la sécurité des lieux, a contenu tant bien que mal les manifestants. Ils ont tenté de rentrer par là. On a pu les empêcher à travers les gaz et puis les tirs de sommation. Là, il y avait un rideau. Sur ce rideau-là, ils ont mis du carburant. Après, ils ont lancé du carburant à l'intérieur, dans un bidon. Voilà le bidon. Et ils ont incendié ça. Ça, c'est le bureau du président du tribunal. Mamadou Sidibé, le procureur par intérim de la commune 4, fait le bilan des dégâts. Quoi qu'il en soit, dit-il, le travail ne pourra pas reprendre. Le travail d'un tribunal repose d'abord sur l'informatique. L'informatique marche à partir de l'électricité. Vous avez vu que le compteur est arraché et le véhicule de la garde a été incendié. La grande porte d'entrée a été cassée. Les grillages qui se trouvent au niveau de la sécurité endommagés également. Les émeutes et la répression policière qui a suivi ont fait au moins 18 blessés, 4 policiers atteints par des pierres et 14 manifestants, certains blessés par balles. De sources gouvernementales, on affirme que les balles retrouvées dans les corps des blessés ne proviennent pas d'armes utilisées par la police. Anthony Fouchard, Bamako, RFI. L'accès aux réseaux sociaux qui a donc été interrompu dans le Mali. La coupure est survenue vers 17h heure locale. Elle perdurait depuis, même si l'accès revenait par intermittence. Résultat, la présence des comptes maliens sur Twitter et Facebook est considérablement réduite depuis hier. Laura Martel. Quelques heures après la coupure, le hashtag Mali Offline est apparu, notamment sur les comptes de la diaspora. De nombreux internautes recommandent des logiciels pour contourner le blocage, souvent qualifiés de censure. Diaby, par exemple, affirme « Le Mali, à cause de cette censure, est tombé au même niveau que la Corée du Nord ». Une mesure contre-productive, soulignent plusieurs Maliens, y compris ceux qui ne soutiennent pas le chroniqueur, à l'image de Mamadou qui tweet « Contre-productif, révoltant, il donne raison à ceux qui pensent que le cas Rasbas est une violation de la liberté d'expression ». Ce blocage est intervenu alors que l'affaire avait pris beaucoup d'ampleur sur les réseaux. Dès l'arrestation du chroniqueur mardi soir, le débat s'était ouvert sous le hashtag Rasbath entre ses partisans et détracteurs. Mais c'est ensuite la manifestation et les affrontements qui ont suivi avec la police qui ont suscité de nombreux posts. Des vidéos montrant la mobilisation et des photos de douilles ou du corps d'un homme apparemment décédé. La coupure vise-t-elle à bloquer de tels contenus ou prévenir une nouvelle mobilisation ? Rappelons que c'est sur Facebook que Rasbath avait appelé les jeunes à venir le soutenir devant le tribunal. Les rares derniers posts en date soulignent surtout le silence des autorités sur cette coupure. Ou s'impatientent, encore combien de temps à attendre pour établir Facebook et Twitter au Mali ? S'exclame ainsi Idrissa. Laura Martel. En Mauritanie, le verdict est tombé dans le procès de 23 personnes interpellées après les affrontements du 29 juin dernier entre la police et des manifestants. La cour criminelle de Nouakchott a condamné la plupart des accusés à de la prison ferme. 8 ont écopé de 8 ans de détention, 2 autres 5 ans, 10 ont écopé de 3 ans d'emprisonnement. Les juges ont acquitté 3 personnes. Rappelons que les accusés étaient poursuivis pour rébellion, attroupement armé ou encore agression envers la force publique.
Un procès qui s'est terminé sans les avocats de la défense. Ils avaient décidé de boycotter les audiences pour protester contre plusieurs violations de la procédure. Et parmi les accusés, il y avait 13 membres de l'ONG anti-esclavagiste IRA. Écoutez la réaction de leur avocat, Maître Brahim Ould Ebeti. C'est une réaction d'indignation parce qu'il s'agit d'un procès qui a été émaillé par des violations de toutes les procédures. Et donc, nous pensons que c'est un verdict qui a été rendu dans des conditions qui n'assuraient pas le procès équitable, donc exécuté dans des conditions de violation de la loi. Il en ressort qu'il s'agit plutôt d'une recherche à éliminer les gens d'IRA qui n'avaient rien à voir dans cette affaire parce qu'ils étaient complètement étrangers au site où les affrontements ont eu lieu. Donc, c'est vraiment un recul regrettable de notre justice. Maître Brahim Ould Ebeti qui annonçait qu'il ferait probablement appel de ce verdict. Et le ministère mauritanien de l'Intérieur et 19 agents de police s'étaient constitués partie civile. Du côté de leurs avocats, on est également mécontent du verdict. Maître Bilal Ouldikt avait demandé 70 millions d'ouguiyas, environ 180 000 euros, au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis sur les plans matériels, humains, mais aussi moral. La Cour a, elle, accordé 38 millions, 21 pour les dégâts matériels. Enfin, 17 pour les dommages subis par les agents. Maître Bilal Ouldik promet lui aussi de faire appel. On l'écoute. Nous ne sommes pas du tout satisfaits. La partie civile avait demandé un dédommagement corporel, matériel et moral. Et le tribunal n'a pas pris en considération les dégâts moraux, d'une part, et d'autre part, notre demande globale, qui était de 78 millions, n'a pas été retenue comme on le voulait. La partie civile formulera l'appel dans les délais parce que nous estimons que le dégât moral est très important. Il y a eu 19 policiers qui ont été agressés, du matériel de la police qui a disparu. C'est le symbole de la République qui a été touché et le jugement doit en tenir compte. Voilà, et les deux parties ont 15 jours pour formuler leur appel. Si un nouveau procès a lieu, il se tiendra devant la chambre criminelle de la Cour d'appel de Nouakchott. Riek Machar est en RDC, en République démocratique du Congo. L'information a été confirmée ce jeudi soir par l'ONU. Selon un porte-parole à New York, l'ancien vice-président et ancien chef rebelle sud-soudanais a été remis aux autorités congolaises. Sébastien Demet, bonsoir. Bonsoir. Riek Machar avait fui Juba. C'était lors de combats au début du mois de juillet dans la capitale sud-soudanaise. Oui, donc c'est la mission des Nations Unies en RDC qui a visiblement pris en charge Riek Machar en premier. Selon Farhan Haq, porte-parole de l'ONU à New York, c'est Kinshasa qui aurait demandé à la MONUSCO de faciliter l'extraction de l'ex-chef rebelle et son transfert. Selon l'ONU, Riek Machar et sa famille ont été pris en charge pour des raisons humanitaires et avec son consentement dans une zone frontalière avec le Soudan du Sud. Il ne s'agirait donc pas d'une arrestation et ces déclarations confirmeraient que l'homme était probablement très éprouvé par sa fuite. D'après l'ONU, Riek Machar a d'ailleurs bénéficié d'une aide médicale. La MONUSCO l'a en tout cas remis aux autorités congolaises, ajoutant de pas savoir où il a été emmené. Plus tôt dans la journée, son parti affirmait que Riek Machar souhaitait rejoindre au plus vite l'Éthiopie, ce qui n'est pas une surprise puisqu'il s'était déjà réfugié à Addis Abeba depuis fin 2013 et le début de la guerre civile. Dans un communiqué, son mouvement, donc le SPLM-IO, le présentait en tout cas toujours comme le vice-président légitime. Interrogé, un porte-parole de la présidence sud-soudanaise a déclaré que Riek Machar pouvait rentrer au Soudan du Sud quand il le voulait, qu'il serait traité comme un citoyen normal. Par contre, le pouvoir estime qu'il a violé l'accord de paix et ne le considère plus comme un leader politique ni comme le vice-président légitime. Sébastien Nemeth d'un Afrique Soir sur RFI. En RDC, le président Kabila a reçu à Goma 47 jeunes du mouvement Lutte pour le changement, la Lucha, dont plusieurs dizaines de membres ont été arrêtés, condamnés ou sont encore dans l'attente de leur procès, notamment pour complot contre le chef de l'État. Les échanges ont duré plus de 2 heures. On a parlé de retard dans le processus électoral, des massacres à Beni, de libertés individuelles ou encore du sort des militants emprisonnés. Luc Nukula était le principal orateur de Lucha lors de ces discussions qui se sont achevées par une photo de groupe avec le chef de l'État et il fait le point sur cette rencontre. Le chef de l'État a proclamé clairement que lui ne nous a jamais considérés comme des terroristes et ça c'est pour nous une manière de nous légitimer et c'était très capital. Nous avons soumis au chef de l'État notre volonté de voir au courant de cette année ce pays passer les bâtons de commandement entre un président sortant et un président entrant.
Il nous a promis clairement qu'il y aura des élections, mais il ne nous a pas dit quand, malheureusement. Il nous a expliqué aussi la question du fichier électoral et ainsi de suite. Nous lui avons exprimé clairement que nous voulons qu'il nous ouvre l'espace d'expression et de liberté publique. Nous avons aussi évoqué le problème de nos collègues Fred Baouma, Yves Makwambala, Bienvenue Matoumo et les autres qui sont en prison. Nous avons réclamé leur libération, leur relaxation librement et simplement. Dans 48 heures, nous aurons des réponses à toutes les revendications d'ordre liberté publique, les collègues arrêtés et tout le reste. Luc Nukula de la Lucha avec Abibou Bangré, et on reste en République démocratique du Congo où le gouvernement a décrété un couvre-feu à Beni et à Butembo après la manifestation d'hier contre le gouvernement. La population est donc appelée à rester chez elle entre 19h et 6h du matin. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Évariste Bochab. De leur côté, les commerçants de Beni ont fermé leurs échoppes sur la principale artère qui traverse la ville. Ils réclament la libération des manifestants qui ont été arrêtés. Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko reste en prison. La chambre d'accusation de la cour d'appel du tribunal a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de l'ancien chef d'état-major des armées congolaises. Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la dernière présidentielle, est inculpé et détenu depuis 2 mois pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Hier encore, il s'est vu notifier une nouvelle inculpation, cette fois pour incitation au trouble à l'ordre public. Malgré la décision rendue ce jeudi, ses avocats entendent bien formuler une autre demande de mise en liberté provisoire. À Brazzaville, les précisions de Loïcia Martial. Les avocats de la défense du général Jean-Marie Michel Mokoko et ceux de la partie civile, venus écouter le verdict sur la demande de mise en liberté provisoire de l'officier, n'ont pas traîné devant la chambre d'accusation qui relève du 2e degré de juridiction d'instruction. Rapidement, le rejet de cette demande leur a été notifié. Cette décision a été aussitôt qualifiée de nullité absolue par maître Yvan Eric Ibwanga, un des conseils du général pour qui l'ancien chef d'état-major des forces armées congolaises, inculpé et détenu depuis mi-juin, n'a plus sa place à la maison d'arrêt. Il a été inculpé notamment pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Hier mercredi, il s'est vu notifier une autre inculpation d'incitation au trouble à l'ordre public. Les avocats du général Mokoko se proposent encore de formuler une autre demande de mise en liberté provisoire selon la loi. Ils soutiennent que leur client a toujours refuté en bloc et de manière catégorique les chefs d'inculpation qui pèsent sur lui. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI. En bref, l'Afrique australe pourrait être menacée par des inondations après la sécheresse. Des pénuries alimentaires sont à craindre selon le PAM, le Programme alimentaire mondial. 18 millions de personnes pourraient être touchées par les fortes pluies qui s'annoncent, tout cela dû à un phénomène météorologique exceptionnel. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 22h passées de 43 minutes ici à Paris. Afrique Soir sur RFI, Sylvie Berruet. Merci de rester en notre compagnie, merci de votre fidélité. À suivre au cours du prochain quart d'heure, le journal des Jeux Olympiques. Ce sera avec Antoine Gronier, 2 nouvelles médailles africaines aujourd'hui en triathlon et sur le 400 mètres haies. Et ce soir, toujours en athlétisme, des chances de podium pour l'Afrique. Enfin, sachez qu'RFI vous propose une émission spéciale pour la finale du 200 mètres hommes avec Usain Bolt, le Jamaïcain, le bolide qui vise une 2e médaille d'or dans ces Jeux avant de s'aligner dans le relais 4x100 mètres. Ce sera à suivre en direct à 1h30, temps universel. Au cours du prochain quart d'heure, rappel sur l'actualité, le zapping, ce sera avec Marie Casadebé. Et vous avez été nombreux à réagir à la politique au Gabon avec l'alliance de candidats d'opposition derrière Jean Ping pour contrer Ali Bongo à la présidentielle gabonaise. Mais avant cela, notre invité. Depuis le 15 août se tient à Accra au Ghana un festival d'art contemporain et d'art de rue, le Tchelwote Festival. Des œuvres d'artistes ghanéens mais aussi internationaux sont exposées jusqu'à lundi. Ces dernières années, les événements qui mettent à l'honneur l'art contemporain africain se multiplient sur le continent. Marie-Cécile Zinsou a ouvert une fondation pour l'art contemporain d'Afrique à Cotonou, au Bénin. C'était il y a 11 ans. Elle répond aux questions de Chloé Gandolfo. Bonjour Marie-Cécile Zinsou. Comment est né l'art contemporain en Afrique ?
L'art et la création ont toujours été sur le continent, mais j'ai envie de dire comme sur tous les autres. Aujourd'hui, on assiste à une révélation de la scène africaine, mais pas une naissance de l'art contemporain. L'art a toujours été présent et la création contemporaine l'aide de la même manière, mais je pense que c'est le monde qui apprend à la regarder et qui commence à voir et qui laisse cette place-là à l'Afrique, alors que jusque-là, elle lui avait peut-être été un tout petit peu déniée. Comment vous définiriez l'art contemporain africain ? Il n'y a pas d'art contemporain africain, il y a un art contemporain dans l'Afrique d'aujourd'hui. Mais c'est un débat qui est assez houleux et qui divise beaucoup les spécialistes. On ne peut pas dire qu'il y a un mouvement qui soit commun à l'Afrique du Sud, au Maroc, à l'Éthiopie et au Sénégal. On est dans un continent avec 54 pays qui reflètent des milliers de cultures. Donc aujourd'hui, définir l'art contemporain de ce continent en un mot ou en une définition qui réunirait tous ces pays, c'est un exercice qui est quasi impossible. On ne peut pas dire qu'il y a un point commun du nord au sud ou de l'est à l'ouest. Pourquoi la notion d'art contemporain africain fait débat ? Ce débat est en cours en permanence sur qu'est-ce que l'art contemporain africain. Il y a un art contemporain mondial qui existe, est-ce que c'est nécessaire de lui donner une nationalité ? Il y a des gens qui vont considérer que c'est un simple élément géographique de compréhension. Et puis il y a des gens qui vont considérer que non, il ne faut pas faire des ventes spécialisées dans l'art contemporain africain parce que ça donne le sentiment que ça a une place à part, que c'est pas dans l'art contemporain mondial. Il y a quand même aujourd'hui un grand débat sur l'art contemporain est-il africain ou beaucoup de spécialistes en font un débat de fond et donc on ne sait jamais trop quoi dire et c'est compliqué. Qu'est-ce que vous diriez de l'art contemporain dans l'Afrique d'aujourd'hui ? Il y a un marché de l'art qui se crée, donc ça donne une dynamique très nouvelle au continent. Il y a ces grandes économies comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, comme l'Égypte, où forcément il y a des dynamiques très différentes parce que le marché de l'art est assez essentiel. Donc jusque-là c'était un marché qui était beaucoup à l'extérieur et donc on dépendait énormément du regard de l'autre. Aujourd'hui, l'Afrique commence à se regarder elle-même. La création est de plus en plus exposée, il y a de plus en plus de lieux qui sont dédiés à la création contemporaine. Les artistes peuvent exposer aujourd'hui en Afrique, ce qui était compliqué quand on parle même d'il y a une vingtaine d'années. Il y avait quelques événements, mais aujourd'hui, chaque pays est en train de proposer des solutions. C'est souvent d'ailleurs des solutions privées plus que des solutions publiques. Mais aujourd'hui, on peut dire que la façon dont on montre la création est en train d'évoluer. Et aujourd'hui, on comprend que l'Afrique est tout autant dans le XXIe siècle que les autres continents et on accorde désormais une place aux créateurs contemporains. Et aujourd'hui, quels sont les espaces d'expression pour les artistes contemporains en Afrique ? C'est une question qui a autant de réponses que de pays, quasiment. Il y a des pays qui sont des événements anciens, comme par exemple la Biennale de Dakar, les rencontres photographiques de Bamako. Il y a des musées qui existent dans certains pays, dans certains autres qui sont plutôt à l'état de ruine. Donc c'est vraiment très très variable. Il y a une scène des galeries qui se crée. En Afrique du Sud, il y a une scène aussi qui est très ouverte. Donc c'est plus difficile d'exposer aujourd'hui quand vous êtes un artiste contemporain au Tchad qu'à Abidjan où vous avez des lieux. Vous avez des pays qui peuvent connaître des guerres ou des situations complexes où là, il n'y a pas de possibilité d'exposer et il y en aura probablement très peu. Il y a une double vitesse. En fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant à l'échelle du continent africain, c'est que la carte de l'art contemporain correspond un peu à la carte de la confiance dans l'avenir. C'est-à-dire que quand vous regardez les pays dans lesquels les artistes peuvent exposer leur création, ces pays, on a le sentiment quand même que demain sera meilleur. Donc, c'est pas des pays en guerre, c'est pas des pays où l'avenir est mis entre parenthèses. Et c'est pour ça que le développement de l'art contemporain est fort dans les zones où voilà, il y a plus de paix, la démocratie est plus stable, l'économie fonctionne mieux. C'est un peu cette carte aujourd'hui qui se dessine. Et est-ce qu'il y a aussi en Afrique un engouement pour ces œuvres d'art africaines ? Alors écoutez, quand j'ai ouvert la fondation il y a 11 ans, on m'a dit c'est une absurdité, quel Africain ça va intéresser de voir de l'art contemporain ? Bon, 5 millions de visiteurs plus tard, on peut penser que l'art contemporain, c'est quasiment aussi populaire que le football. Je pense que voilà, l'événement d'Accra en ce moment, le festival de street art, montre comment on peut interagir entre l'espace public et la rue. C'est un événement populaire. On a plein d'événements qui prouvent, on a plein d'expositions qui sont vues, il y a beaucoup de festivals, il y a vraiment énormément d'initiatives qui se montent. Donc je pense que l'Afrique n'échappe pas à la règle de l'intérêt pour sa culture. Bien, merci beaucoup Marie-Cécile Zinsou. Merci à vous. Marie-Cécile Zinsou avec Chloé Gandolfo. Elle répondait donc à ces questions. Elle était l'invitée d'Afrique Soir. Le journal des Jeux.
Et c'est avec Antoine Grenier. Bonsoir Antoine. Rebonsoir Sylvie. L'actualité des athlètes africains au JO de Rio, une journée marquée pour l'instant par 2 médailles africaines en triathlon et en athlétisme. Le triathlon qui a bien réussi aux Sud-Africains. Et plutôt logiquement, en ce qui concerne Henri Schumann, déjà quadruple champion d'Afrique en titre, le natif de Vereeniging, c'est dans le Gauteng, s'offre la médaille de bronze au bout du kilomètre 5 de nage et des 40 km de vélo, puis des 10 de course. Il franchit la ligne avec 36 secondes de retard seulement sur le médaillé d'argent, le Britannique Jonathan Brownlee. Brownlee dont le frère Alistair n'est autre que le nouveau champion olympique dans ce triathlon. 2 Britanniques en tête et 2 Sud-Africains derrière puisque Richard Murray a fini 4e. En athlétisme donc encore une médaille africaine, encore une médaille kenyane. Hier c'était le titre sur le 3000 steeple et aujourd'hui c'est l'argent sur le 400 mètres haies. Boniface Tumuti, champion d'Afrique, termine 2e en 47 secondes 78 à 5 centièmes de l'américain Keron Clement. Le 8e podium kényan dans ces Jeux Olympiques et la 4e médaille d'argent. Et puis ce soir on va suivre les demi-finales du 800 mètres dames et du 1500 mètres hommes, mais aussi la finale du concours du poids. Mais forcément l'archi-favori ce sera l'américain Joe Kovacs, meilleur performeur mondial en 2014 et 2015, champion du monde cette même année. Le polonais Tomasz Maszewski, double champion olympique, est là aussi. Mais Christophe Jousset, vous êtes l'envoyé spécial de RFI sur l'athlétisme, sur les épreuves d'athlétisme à Rio. L'événement de cette finale, c'est la présence du Congolais Franck Elemba. Oui, Franck Elemba va devenir aujourd'hui le premier lanceur de poids d'Afrique noire à participer à une finale olympique. Des finalistes du continent, il n'y en a pas eu beaucoup aux Jeux. En fait, il y a eu le Marocain Larsen Samsam Aka en 1972 à Munich. Il y a eu 2 Sud-Africains, Harry Hart en 1932 à Los Angeles et surtout Janus Roberts en 2000 à Sydney. C'est lui qui a pour le moment le meilleur résultat d'un lanceur de poids africain au JO. Il avait fini 7e. On va voir si Franck Elemba réussit à faire mieux. Il s'est en tout cas qualifié ce matin grâce à un 3e jet décisif à 20,45 m. Les 2 premiers à 19,95 étaient insuffisants. Du coup, au micro d'Eric Mamrut, celui qui a gagné en septembre dernier les Jeux africains chez lui à Brazzaville savourait sa qualification. Ma joie est immense. C'est jamais facile à négocier, c'est l'étape le plus difficile. Et une fois qu'on arrive, on donne tout. En fait, un peu stressé parce que je sentais mon poids sur moi, mais en même temps crispé. Du coup, je me suis relâché à la dernière essai pour l'attraper et je l'ai fait. C'est une bonne marque, 20,45 ? Oui, c'est une bonne marque, mais c'est pas top, mais le mieux c'est l'objectif atteint. Et le reste, on verra ce soir. Je vais aller faire un petit footing et puis revoir la suite ce soir, voir un peu le stress que j'ai eu. Là, je me sens libéré, je me sens à l'aise et puis je crois que tout va donner ce soir. Il n'y a rien à perdre en finale. Non, il n'y a rien à perdre, mais il y a quelque chose à gagner. On va la voir. On y croit. Au moins, battre mon record, ça sera une joie immense et le reste, on verra. Alors maintenant, quelle chance pour Franck Elemba en finale à partir de 23h30 temps universel. Eh bien, le podium semble hors d'atteinte. Il le sait lui-même, il vient de le dire. Ce qu'il vise, c'est un nouveau record personnel. Fin mai, à Dakar, il l'a porté à 21,01 m. Sur les 12 finalistes, il n'y en a que 2 qui ont un record inférieur à celui du Congolais. À l'inverse, le plus costaud, l'Américain Crowther, a lancé cette année à 22,11 m. Donc, Elemba, avec l'accord de son entraîneur marocain, sans doute, cherchera à profiter de cette finale tout en cherchant la meilleure place possible. Sa place dans l'histoire de l'athlétisme africain, elle est déjà faite. Christophe Jousset, envoyé spécial de RFI sur les épreuves d'athlétisme à Rio. Merci Christophe. Par ailleurs, ce soir, vous le disiez Sylvie, on attendra les demi-finales du 800 mètres féminin avec notamment le phénomène, la sud-africaine Caster Semenya, qui est de retour en forme après quelques années un petit peu compliquées. Elle fait partie des 8 finalistes africaines à figurer dans ce 800 mètres féminin. Sur le 1500, on gardera un œil sur le champion olympique en titre, l'Algérien Taoufik Makhloufi, et aussi sur le Kenyan Asbel Kiprop en or. Il y a 8 ans à Pékin sur la distance. Et puis enfin, notez qu'à partir de 1h30, temps universel, on pourra suivre la spéciale sur les antennes de RFI avec Christophe Jousset et Eric Mamrut. La finale du 200 mètres masculin, Usain Bolt, le Jamaïcain, en lice pour un nouveau doublé 100-200 mètres.
Et puis on va passer au sport de combat, Antoine, avec d'abord le taekwondo et la déception pour Baila Diaye chez les moins de 68 kilos. Le vétéran sénégalais, 35 ans, a été sorti d'entrée de tournoi par le Polonais Karol Robak, de 17 ans, son cadet. Le score serré, 12-15, et quelques regrets pour Baila Diaye, multiple médaillé au championnat d'Afrique. Baila Diaye toujours très sportif malgré tout, au micro de Christophe Diremian. C'est une grosse déception, mais c'est le sport. Je me suis donné tout ce que je pouvais donner. Il allait chercher la gagne. Ça s'est joué à quelques minutes près, mais c'est la loi du sport. J'ai tout donné pour ce combat-là. Je savais que j'avais un adversaire très coriace, très souple, mais c'est le sport qui est comme ça. J'ai tout donné pour mon pays, pour le Sénégal, et malheureusement aujourd'hui, j'ai croisé quelqu'un qui est plus fort que moi, je peux le dire comme ça, mais n'empêche qu'il y a quelques erreurs. C'est un combat qui est dur, mais c'est les Jeux Olympiques aussi, c'est les 16 meilleurs au monde. Je voulais tellement ramener une médaille pour mon pays et je me suis battu pendant des années et des mois. Et le sport de haut niveau, c'est comme ça. Il y a des perdants, il y a des vainqueurs et on espère continuer l'aventure encore. Voilà, Baila Diaye, le taekwondiste sénégalais. Globalement, cette journée aura été compliquée pour les représentants du continent parce que dans cette même catégorie des moins de 68 kilos, le centrafricain Patrick Bouy a été éliminé d'entrée par le coréen Lee et l'égyptien Gofram Ahmed. Pareil face au jordanien Abou Gaouch. Ahmed opposé en repêchage actuellement au coréen Dehon Lee. Chez les filles, en moins de 57 kilos, seule l'égyptienne Hedawa Warba passe la barre des huitièmes de finale en dominant la colombienne Doris Patino 13-0. Elle a ensuite poursuivi jusqu'en demi-finale et s'est inclinée de justesse 1-0 face à l'espagnole Eva Calvo Gomez. Warba qui attend maintenant de connaître son adversaire pour le repêchage du bronze. Elle combattra un petit peu plus tard dans la soirée. On va parler de lutte, Antoine. 2 médailles de bronze qui échappent aux Africaines. Oui, la deuxième, c'était il y a maintenant une petite demi-heure. La Camerounaise Annabelle Ali chez les moins de 75 kilos. Elle a été battue en finale de repêchage par la Russe Ekaterina Boukina. Dans l'après-midi, un petit peu plus tôt, Isabelle Sambou, la Sénégalaise, 35 ans, dont c'était les derniers jeux et qui visait le bronze. Sambou avait, elle, chuté au premier tour des repêchages face à l'Azerbaïdjanaise et future médaillée de bronze Natalia Sinichin. Combat perdu 4-0. C'était le journal des sports Jeux Olympiques d'Antoine Grenier. Puis on vous rappelle ce grand rendez-vous, Antoine, ce soir, donc 1h30 en temps universel, la finale du 200 mètres avec Usain Bolt en direct sur RFI. Merci de rester à l'écoute. Les JO, c'est également à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr avec l'ensemble des résultats et des commentaires de notre équipe envoyée là-bas à Rio de Janeiro. Au Brésil, restez avec nous dans l'info revient dans 3 minutes sur la radio du Monde. À suivre dans Afrique Soir, le zapping, appel sur l'actualité avec Marie Casadebé. Et vous avez été nombreux à réagir sur les derniers événements politiques au Gabon. Bonne soirée. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Au Gabon, 3 candidats d'opposition ont décidé de s'allier pour affronter le président sortant dans les urnes le 27 août. Guy Nzumba Ndama et Casimiro Yemba ont retiré leur candidature pour soutenir celle de Jean Ping. Ce matin, vous nous avez dit ce que vous pensiez de cette stratégie. Il se trouve que M. Casimiro Yemba, M. Guy Nzumba Ndama, M. Jean Ping sont 3 poids lourds de la scène politique gabonaise. On sait ce qui s'est passé en 2009. Obama a remporté les élections. Mais du simple fait qu'il y avait une pléthore de candidatures, le PDG, n'est-ce pas, en a profité pour se déclarer vainqueur. Les gens se sont rués dans des bureaux de vote le lendemain pour aller retirer leur carte de bulletin de vote parce qu'ils ont compris qu'il y avait une lueur d'espoir. Je ne pense pas que non, ce sont des poids lourds de l'opposition. Parce que les poids lourds au Gabon, on a connu Pierre Mamboundou, Andremba Obam, mais Casimiro Oyemba n'a jamais participé aux élections présidentielles. Nzumba Ndama, il vient à peine de démissionner du PDG. Le candidat Ali Bongo n'a pas peur de les affronter. Jean Ping n'est pas connu dans tout le Gabon. Quand on veut diriger un pays, on ne vient pas avec la violence, on vient avec la douceur. Ces gens-là, je les vois au gouvernement depuis 30 ans, donc moi je ne vois pas ce qu'il y a de neuf là-dedans. Casimiro Yemba, Guy Nzumba Ndama et tous leurs partisans
ont décidé comme ça de dire, bon, salut d'ailleurs Jean-Ping. Alors, qu'est-ce que le Gabonais lambda a gagné derrière ce ralliement? Là, c'est le système Bongo pur qui va continuer. C'est-à-dire ces arrangements de salon où le peuple lui-même ne gagne rien. Si vous voyez, par exemple, ce qui est dépensé par ces gens-là pour la politique, c'est des milliards de francs qui auraient pu servir à autre chose. C'est une bonne idée dès lors que le peuple a longtemps crié l'unité de l'opposition. Donc, de voir ces trois hommes finalement décider d'écouter la voix du peuple pour se mettre ensemble, ça ne peut être que salutaire. Jean-Ping est venu, il a trouvé Ali Bongo aux affaires. Quand on voit les idées qui sont promulguées, qui sont proposées par Jean-Ping, c'est des nouvelles idées, c'est une nouvelle façon de faire, c'est l'expérience qui va parler. La jeunesse a pris le pouvoir en 2009. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation économique très grave. Demain, comme chaque vendredi, c'est la libre antenne dans Appel sur l'actualité. C'est donc vous qui choisissez les sujets de débat. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris. Tous rentiers, c'est le titre du livre de l'économiste Philippe Askenazi qui est notre invité. Philippe Askenazi milite pour une autre répartition des richesses. On plonge avec lui dans les quartiers de Londres aux mains des mêmes familles depuis des siècles ou dans les monopoles de la nouvelle économie. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris. Samedi, à partir de 10h10 TU. RFI.